Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Lille, congrès national du bâtiment durable. Et avec mon invité, nous allons parler d'un sujet important puisque c'est celui de la transformation des immeubles de bureaux en immeubles de logement. On sait que ça fait partie en fait des grands sujets de la transition et des grands sujets qui sont abordés ici. Avec moi pour en parler, monsieur Patrick Rubin. Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Votre agence s'appelle Canal Architecture. Vous nous présentez rapidement votre agence ? Parisien, et on travaille sur de nombreux projets de transformation, mais des constructions également, comme un bâtiment réversible. C'est pas le sujet, mais ça l'est aussi, un bâtiment réversible qui se mettra en chantier l'année prochaine à Bordeaux et qui a obtenu un permis de construire sans affectation, ce qui est une première, et c'est issu de la loi Elan sur son permis d'innover. Voilà. Donc Mais on va parler transformation. on va parler transformation, mais aujourd'hui on pense à la transformation future avec des immeubles réversibles. Oui, alors il y a toujours une... Non, mais ils sont nécessairement réversibles, puisqu'on va parler des immeubles de bureaux qui ont été construits entre les années 60 et 2000, sur des principes constructifs qui étaient assez similaires, mais qui nous offraient de belles hauteurs. On est souvent à 3,30, 3,50 de hauteur de sol à dalle, qui ont le bénéfice d'avoir été construits poteau-poutre. Alors poteau-poutre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle à l'intérieur, donc ça nous offre le plan libre. Très souvent, les façades ne sont pas porteuses, puisque ce sont les poteaux qui vont porter les planchers. Les planchers sont armés pour tenir 250 kg de poids, de charge. C'est intéressant parce que dans le logement, on a besoin de 150 kg. Donc tous ces avantages nous sont offerts dès l'origine pour essayer de penser des plateaux de bureaux peuvent devenir des logements abordables. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment on fait et comment vous voyez les choses. Hein. Mais avant, vous faites vous faites un parallèle. Expliquez-moi ce parallèle. Vous dites il faut vraiment c'est vraiment important de se lancer dans la transformation des immeubles de bureaux en logement. C'est presque d'intérêt public. Mais c'est le regard qu'on porte sur la mutation extrêmement rapide de la société, que ce soit notre dernière crise Covid ou que ce soit le télétravail, tous ces éléments rassemblés font qu'il y a moins de bureaux, il y a moins d'usage de bureaux, et surtout on a surdimensionné la demande. Ce serait trop long à expliquer, mais c'est évidemment des principes économiques, financiers, des exagérations bien entendu, qui font qu'aujourd'hui, on a en Île-de-France, en Île-de-France, on a 6 millions de mètres carrés en jachère qui sont plus récupérables même pour faire des bureaux, mais on n'en a même pas besoin pour faire des bureaux puisque la demande de bureaux, elle est tombée. Donc ces immeubles, on les conserve, ce sont ce qu'on appelle des actifs. Ils gardent, leurs propriétaires les gardent, ce sont des foncières. Ils attendent les beaux jours, mais les beaux jours n'arrivent pas. Et dans le même temps, on manque cruellement de logements. Bien entendu, tout ceci est très complexe à mettre en place. Mais d'évidence, les architectes, ce qu'ils peuvent voir très, très, très rapidement, une fois qu'ils ont pénétré les lieux, c'est comment est-il possible de transformer en lieu de vie ce qui était auparavant un lieu de travail. Voilà. Lieu de vie en lieu de travail. Donc vous avez déjà abordé les choses en disant que finalement ces bâtiments qui ont été construits il y a 30, 40 ans ou même 20 ans sont des bâtiments peut-être assez simples finalement à réaménager en logement d'après ce que vous dites. Oui. Encore une fois, le squelette, il faut penser comme si une tempête était passée sur un bâtiment, avait tout emporté, ce que j'appelle souvent ce qu'il y a de liquide, et puis ce qu'il reste de pérenne, ce que j'appelle le solide, c'est-à-dire c'est une grande grille, c'est une structure, une belle géométrie en 3 dimensions, dans laquelle les planchers sont restés évidemment, dans laquelle on peut faire rentrer
des logements. Alors il y a plusieurs attitudes. Quand on le peut, on le réaménage, disons, je dirais classiquement, comme on construit du logement. Mais j'ai plus d'intérêt d'imaginer qu'on industrialise le réaménagement de bureaux à l'intérieur. C'est dire que ça n'est pas un exercice orphelin sur un seul immeuble auquel il faut penser. C'est plutôt ce qu'on appelle, enfin le monde de l'immobilier, j'ai appris ce mot, c'est la massification. Et c'est de réfléchir comment, à partir du moment où on parle de dizaines de millions de mètres carrés dans les métropoles qui vont être rénovés, qui sont libres, obsolètes et qu'il faut absolument reconquérir. Une fois qu'on a réglé le problème du foncier, de la valeur de l'économie, il faut que nous on est des makers, les architectes, avec les ingénieurs, avec évidemment des équipes très évidemment solidaires, mais compétentes chacune dans leur domaine, que l'on prenne ces bâtiments, et on est en train de mettre en place un atlas de la transformation, c'est-à-dire qu'on scanne tous ces immeubles pour comprendre quels sont ceux qui ont de l'intérêt, de ceux qui n'en ont moins. Et vraiment, la parole qu'on porte, c'est dire que si on pense à des millions de mètres carrés, il faut qu'on réfléchisse de manière préfabriquée, de la préfabrication hors du site, qui peut être évidemment, une fois livré en bas du bâtiment, hissé pour rentrer dans les structures qui sont en attente. Bon, tout ça, c'est un peu technique. Oui, mais c'est une réflexion qui se fait aujourd'hui. Ah, mais oui. L'idée, en fait, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, c'est qu'on a des plateaux libres, on a des immeubles qu'on peut déshabiller, qu'on peut vider, on peut garder la structure. Et comme ces structures sont finalement assez semblables les unes aux autres, on peut imaginer des systèmes industrialisés qui seraient adaptés, mais qui en... Mais on va le faire. Voilà, et on va le faire. Vous dites qu'on non seulement on va le faire, mais dans les années 60, ça se faisait chez les Japonais, chez les Italiens. Il y a eu évidemment des expériences. La Chine est en train de transformer toutes ces hautes tours où il y avait avant... justement, les ouvriers qu'ils ont construites. Hein. Maintenant, il y a une middle class qui arrive et ils transforment tous leurs logements sur des systèmes industrialisés. On appelle ça des pods, des capsules. Le grand intérêt, c'est que c'est zéro défaut quand ils arrivent dans la structure d'origine. D'accord. Donc, très intéressant de ce point de vue-là, hein, ces immeubles de bureaux, enfin ces structures d'immeubles de bureaux. Il y a un autre sujet qui est important aussi dans ce que l'on construit, c'est le coût. Le coût. Alors, dites-moi tout sur le coût. Alors, le coût. Je suis sûr que vous pensez qu'un immeuble à réhabiliter, c'est plus cher qu'un immeuble à construire. C'est pas moi qui le pense, mais c'est ce que parfois j'entends. Vous l'entendez. Et c'est ce que j'entends souvent, en fait. Et moi, je l'ai toujours entendu et ça finit par être accepté par tout le monde. Mais on peut se poser la question, comment se fait-il qu'un immeuble qui existe, qui est fondé, qui est sur un foncier, qui a une mémoire, qui a été construit avec des compagnons, et qui a été dessiné par des architectes et des ingénieurs, comment se fait-il qu'on ne le regarde pas autrement en disant que c'est un capital formidable et comme je le disais tout à l'heure, on souffle tout le second œuvre, il reste ce squelette. Donc pourquoi un bâtiment à réhabiliter, profitant de l'usage de la structure, coûterait plus cher? C'est vraiment une question qu'on pose. Et évidemment, on a la réponse. La réponse, c'est la prudence, c'est pas prendre de risques et les opérateurs surtaxent le coût de construction dès le départ parce qu'ils ont peur qu'il leur arrive des difficultés. Ils ont peur des aléas, ils ont peur des difficultés. Voilà, le fameux mot, les aléas. Mais les aléas, ils n'ont pas existé si vous avez bien analysé. C'est comme si vous allez chez votre médecin, il vous regarde, il ne vous ausculte pas, il vous dit oui, ça va bien. Mais on ne sait jamais, vu votre âge, faudrait prendre 3 médicaments. Et on est pas... Non, ce qu'on appelle un diagnostic élargi, c'est regarder sous toutes les coutures l'immeuble d'un point de vue technique, mais c'est également voir si le projet pourra passer avec son maître d'ouvrage, c'est-à-dire penser aux politiques, penser au végétal, penser à l'exposition. Et quand on a la somme de ce qu'on peut appeler, c'est mieux qu'un diagnostic, hein, c'est un diagnostic élargi. Quand on a le résultat de l'ensemble, on est capable de prendre une décision et de dire à l'opérateur, vous pouvez y aller. L'investisseur, il n'ira jamais s'il y a un risque. Donc il faut démonter le risque
avant même d'être en chantier. Et ce que vous disiez tout à l'heure, l'industrialisation, la construction d'Itorsit peut l'y aider. Mais oui, évidemment, parce que quand on va penser qu'il y a des typologies d'immeubles qui sont semblables, et on va pouvoir, je dirais, les guérir ou les amender avec un système intérieur, et là on se rapproche de la notion de design, de big design, qui permettra de rentrer systématiquement avec évidemment quelques compatibilités à trouver dans cet ensemble. Et on sait bien que quand on fait du sériel, les prix tombent. Donc il y a en France un réseau de grands agenceurs type Ossabois ou ce que fait Pascal Chazal, pionnier du préfabriqué, qui sont actuellement en train de développer des systèmes qui pourront être intégrés dans les structures d'anciens bureaux qui deviendront des logements. Voilà, y compris des modules qu'on peut venir glisser. Oui, c'est comme les chantiers de l'Atlantique, il faut aller voir Saint-Nazaire. Les cabines de bateaux sont fabriquées comme ça depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'elles sont fabriquées à 2 km du port où on vient armer les cargos sur les ponts et il y a un grand lift qui les distribue sur les ponts et quand vous faites la croisière, ce que vous ne manquerez pas de faire bientôt. Pas sûr. Non, mais quand vous faites la croisière et si vous rentrez sur un paquebot, vous ne saurez jamais que ça a été fabriqué industriellement. Voilà. Et j'ai eu l'occasion, avec les personnes dont vous venez de parler, de visiter des immeubles, un hôtel notamment à Amsterdam, l'hôtel Jakarta, qui est assez extraordinaire. C'est pas Citizen ? Alors, il y a Citizen aussi à Londres. Jakarta, oui, il y a Jakarta ça, à Amsterdam et Citizen à Londres. Pareil, qui est très impressionnant, et vous avez en Suède aussi. Oui. Ce sont des pionniers, mais vraiment, c'est issu des Japonais 60-70, qui, eux, étant sur une surface très réduite, étant plus nombreux que, par exemple, que nous en France, ont eu besoin de trouver des systèmes, ils sont assez doués pour ça, mais on le devient aussi en Europe, pour fabriquer ce qu'on appelle des composants, et arrêter d'aller remettre du béton, du placo, enfin du plâtre, parce que ce salon, il est quand même là pour qu'on réfléchisse tous ensemble pour qu'on dégage moins de carbone. Donc déjà, ne pas casser un immeuble qui souvent est la structure à la destruction. On dit, on le veut pas, il y a de l'amiante, il y a du plomb, on sait. Non, ce qu'il faut, c'est que d'abord les questions de l'amiante, elles sont au propriétaire, il doit les régler. Et après le coût de travaux qui aujourd'hui est annoncé, je donne un chiffre, je prends un risque, à 2700 € le mètre carré pour réhabiliter, il faut qu'il retombe au prix de 2200 mètres carrés, qui est le prix de la construction. Parce que si jamais le coût est systématiquement plus cher, les investisseurs ne voudront jamais aller dans ces bâtiments. Donc, avec tout le travail qu'on fait d'architecte, on met aussi le pied sur l'économie. D'ailleurs, c'est normal, un architecte, il doit garantir ses coûts. Oui. Et on va chercher les industriels pour j'allais dire tenter, mais non, mais affirmer qu'un bâtiment existant ne peut pas coûter plus cher qu'un bâtiment à construire. Bâtiment industriel. Écoutez, merci. Est-ce qu'il y a un petit message que vous voulez faire passer ? Là, vous venez d'en faire passer beaucoup. Vous vouliez, je crois, un ministère. Oui. Non, mais c'est un parallèle un peu brutal, mais à la fin de la guerre, dans les années 50, on a créé le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. C'est un ministère qui a été créé. Il fallait reconstruire 20 millions 2 millions d'habitats qui avaient été bombardés. 2 millions. Ça fait 120 millions de mètres carrés. Là, je suis en train de vous parler de 12 millions de mètres carrés, 10%. Il va y en avoir le double bientôt. Donc, je pense que ce serait pas mal qu'un secrétariat d'État soit rattaché au ministère du Logement. Voilà le message à faire passer. Mais ce salon... Un ministère de la transformation du bâtiment. Voilà, très bien, un ministère de la transformation. Merci beaucoup Alain Rubin d'être venu sur le plateau de Bâti Journal, nous expliquer les problématiques qui se posent lorsque l'on veut transformer des bureaux en logement, mais surtout de voir comment c'est possible et à un coût normalement raisonnable.
Merci. Un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont bien sûr le Congrès national du bâtiment durable et le CD2E. Merci à vous. Merci.